Amis de la place de vérité, bonjour. C'est avec plaisir qu'on se retrouve et surtout avec un nouveau conférencier, Alain Arrigui, occultiste, initiateur, qui va nous parler d'un sujet passionnant, je trouve, la table d'émeraude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, le petit j'aime et de partager. Alain Arrigui, bonjour et bienvenue sur la chaîne La Place de Vérité pour la première fois. Et pour cette première, vous allez nous parler de la table d'émeraude. Alors tout le monde connaît le principe, hein, ce qui est en haut, en bas est comme ce qui est en haut et vice versa, mais je crois que vous allez développer un peu plus. Donc Alain, à vous. Je te remercie Michel de m'avoir invité pour cette vidéo et pour ce sujet très intéressant. Donc on va faire comme ça, je vais lire des passages de la table d'émeraude, qui est un texte très court. Oui, 16 lignes à peu près. C'est ça. Voilà, il y a un peu plus de lignes, mais on va dire qu'il y a une dizaine de paragraphes, et qui est à mon sens un texte très symbolique. On retrouve un petit peu tous les symboles que l'on perçoit aussi en alchimie, en astrologie. Et en même temps, il y a des principes du Kybalion aussi, qui peuvent être perçus dans ce merveilleux texte. Alors, il faut savoir que ce texte, il a été fait à une époque, et que maintenant, on ne pense plus de la même manière qu'à cette époque-là. Donc, il a été écrit par Hermès Trismégisте. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, ou le 3 fois né. Mais je pense que ce qui est important, il faut revenir à une perception actuelle. On ne vit pas à cette époque-là. Donc il faut retransmettre un petit peu ce texte à notre époque. On ne pense plus comme avant non plus. Donc je pense qu'on va garder le symbolisme, qui va être notre ligne directrice, et on va comme ça avancer dans cette perception symbolique, mais en la remasterisant à notre époque et en édictant les principes qui peuvent être extraits pour vraiment en comprendre la quintessence et pouvoir s'en servir dans notre vie de tous les jours. Parce que ce qui est intéressant dans le symbolisme, ce n'est pas seulement d'en avoir une connaissance, on va dire intellectuelle, théorique, mais c'est de pouvoir s'en servir dans notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans tous ces textes-là, que ce soit la philosophie hermétique, le Kybalion, la table d'émeraude et le symbolisme dans son ensemble. De la table d'émeraude, on connaît cette doctrine, c'est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais je crois qu'il n'y a pas que ça dans le texte de la table d'émeraude. Il y a autre chose. D'ailleurs, on va énumérer beaucoup de choses lors de cet entretien, mais déjà on peut commencer par cette perception de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et vice-versa. C'est très important. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça a l'air simple comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi je dirais que c'est merveilleux, parce qu'en réalité ça nous fait prendre conscience qu'il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. L'être humain a cette perception un petit peu séparatrice, dans la majorité des cas, on aime bien séparer les choses. D'ailleurs, quand on initie les gens, au départ, on s'aperçoit que les gens ont l'impression, les êtres ont l'impression de ne pas faire partie de l'univers. Ils sont en interaction avec, mais ils n'ont pas la perception qu'ils sont l'univers. Et justement, cet adage, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa, nous fait prendre conscience qu'on fait partie à part entière de l'univers. D'accord ? Donc, ce qui est en bas, c'est notre être intérieur. C'est notre monde, notre univers personnel. C'est ça, par rapport à... On peut le voir sous diverses manières. Et je vais commencer par une manière qui est physiologique. Parce qu'en réalité, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est-à-dire que tout est similaire. Donc on va parler, pour bien comprendre ça, du microcosme et du macrocosme. Nous avons dans notre intestin un microbiote, microcosme, qui participe à une vie d'un organisme plus grand qui est le macrocosme. D'accord ? Voilà.
Ben, partant de là, nous sommes peut-être un microcosme d'un organisme plus grand et dans lequel on a une interaction, dans lequel on est en interaction. Mais en même temps, on fait partie et on est cet organisme. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment intéressant de percevoir qu'on a une interaction dans la globalité et qu'on est en même temps une spécificité. Et que notre fonctionnement est identique au fonctionnement du microcosme. Si nous, on se perçoit en tant que macrocosme, eh bien, on fonctionne comme notre microcosme. Notre microbiote, c'est quoi? C'est un assemblage de différentes spécificités, microbes, virus, tout ça, qui vivent en collectivité. Eh bien, nous, si tu retransmets, c'est exactement pareil. Et on a l'habitude de dire l'intestin est le deuxième cerveau. Oui. Oui. Un peu réducteur. Moi, c'est un peu réducteur à mon sens, parce que je pense que c'est pas le deuxième. C'est une partie, c'est un petit peu cette perception-là qui est importante justement dans la table d'Emeraude. Quand on dit le deuxième cerveau, c'est pas le deuxième cerveau, c'est une partie qui fonctionne en même temps. C'est vraiment deux parties qui fonctionnent dans une globalité que nous sommes. Et je pense que tout est comme ça. C'est ce que veut dire cet adage qui est en haut et comme ce qui est en bas, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'au niveau du macrocosme, c'est identique au niveau du macrocosme. Et d'ailleurs, de là a été tirée une réflexion très intéressante. C'est par du connu et tu connaîtras l'inconnu. Philosophie hermétique aussi. Hein? Voilà. Donc quand on part de quelque chose, du fonctionnement de quelque chose qu'on connaît, eh bien on va arriver à comprendre ce que l'on ne connaît pas. Parce que justement, c'est similaire. Voilà. Et bien entendu, pour répondre à ta question, quand on dit ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ben ça veut dire qu'il y a une interaction, bien entendu, entre le monde subtil et le monde de la matière. Le fonctionnement, c'est le même. Dans la table d'Emeraude, il n'y a pas que cet adage. Non, il y a, si tu veux, je vais justement te faire percevoir un autre adage, donc je vais vous le lire, hein, parce que je ne connais pas toute la table d'Emeraude par cœur, et pour comprendre aussi la relation qu'il peut y avoir avec les principes du Kybalion, par exemple. Alors, un petit aparté sur le Kybalion, parce que nos internautes connaissent peut-être pas tous. Alors, le Kybalion, c'est un texte qui a été traduit par les frères d'Urville sur une perception de la philosophie hermétique. Voilà. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont regarder, il y a toujours, comme dans toute interaction, oui, mais c'est eux qui l'ont fait, mais voilà. Mais ce qui est important, c'est de garder vraiment la quintessence de ce texte, qui est porteur d'une belle perception de vie et qui nous explique justement le fonctionnement de l'univers. Et pour ça, eh bien, je vais vous parler de cette deuxième strophe, on va dire, de la table d'Emeraude qui dit ceci: et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique et par adaptation. Donc c'est vrai que la philosophie hermétique, elle est toujours un petit peu comme ça, pas très aisée d'accès, mais vous allez comprendre. En réalité, grâce au Kybalion, il y a une phrase importante, c'est que tout est esprit et la création est mentale. D'accord ? Donc vous comprenez bien que dans cette ligne, et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, d'accord ? Donc l'univers est esprit, d'accord ? Est-ce que c'est je vous coupe, est-ce que c'est par rapport à la Genèse, est-ce que c'est proche finalement, avec des mots différents? Ou oui. C'est d'interprétation, de création du monde? Oui. Au début était le Verbe, enfin, etc. On parle de la création du monde de toute manière, puisqu'à la base, l'univers est esprit. Donc il faut conscientiser un esprit universel qui va créer le monde mentalement. C'est sa création mentale. Un petit peu comme nous, quand on a une idée et qu'on la met au concret. D'accord ? Voilà. Ben, c'est un peu ce même fonctionnement-là. L'univers est esprit, la création est mentale. Ça, c'est important de le concevoir, même si le mental permet de créer dans la matière, mais à la base, la matière est mentale.
Et c'est ce que s'attache à définir la table d'émeraude. Et c'est ce que s'attache à dire définir. Hermès Trismégiste. Voilà. Et quand il dit, quand cette perception-là dit par la médiation et par adaptation, ça veut dire que rien n'est figé. La création, à la base, elle est mentale, mais elle évolue. D'accord ? Et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que notre univers évolue, parce que cette création est évolutive. Et c'est pour ça que nous évoluons aussi, que nous avons ce besoin d'évoluer. Parce qu'on est la création mentale de cet esprit. Voilà, c'est ce que cette strophe veut nous proposer. Hein. Et si on continue, on va vraiment dans ce phénomène de création symbolique. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l'a porté en son ventre, et la terre est sa nourrice. Hein, déjà, on perçoit les 4 éléments. 4 éléments, les 2 luminaires en astrologie. Exactement. Voilà. Et donc, on a cette recette de la création. Hein. Quand on dit le soleil, le père, la lune et la mer, on parle bien entendu du féminin sacré et du masculin sacré. Alors, petite langue des oiseaux, bien entendu, sacré. Hein. Quand on dit féminin sacré, c'est de la création dont on parle. Hein. C'est sacré, mais c'est aussi sacré en nous. Hein. Le féminin et le masculin créent en nous. Quand on dit le vent l'a porté, eh ben, le vent, c'est quoi ? C'est le son, c'est le verbe dont tu parlais tout à l'heure. D'accord ? Le verbe est créateur, le vent l'a porté. Et le vent l'a porté jusqu'à ce que ça se matérialise, la terre. D'accord ? Donc, si tu préfères, la terre va nourrir ce son, ce verbe créateur. Et de par les 4 éléments, tu vas arriver à cette notion de matière qui est en réalité issue de la recette de la création que sont les 4 éléments. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'occultes pas justement la matière. La matière, elle est là, parce que souvent l'ésotérisme, l'occultisme, les gens sont, comme on dit, au perché, et puis se détachent complètement de la matière, elle n'existe pas, ça n'a pas d'intérêt, etc. Au contraire, dans ce qui est exprimé, ce que tu exprimes là aujourd'hui, la matière a toute son importance. Mais on est matière. On est matière. On a une partie matière qu'il faut pas rejeter. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à une époque, le développement spirituel disait qu'il fallait détruire l'ego. C'est ça. C'est une fumisterie. On ne peut pas détruire l'ego puisqu'on est fait des 2 parties. Donc c'est comme si on cherchait à se séparer d'une partie. Il y a une différence entre détruire l'ego et, je dirais, mettre chacun à sa place. L'énergie à sa place et le côté égotique à sa place. Voilà. Et de ces 2 principes doit naître une synergie. Et c'est comme ça qu'on peut se véhiculer dans les mondes subtils par le monde de la matière. Voilà. Donc c'est important. Tout est relié, et la table d'émeraude, à lire et à relire, je crois, parce qu'elle est courte quelque part, mais en même temps, chaque mot, chaque phrase, justement, on voit bien, on pourrait passer des heures et des heures à la développer. Et là, je te rejoins tout à fait. Elle est très courte, mais on peut maturer dessus très longtemps, et à chaque fois, on va comprendre à des niveaux différents. Mais tu vois, dans cet adage-là, on retrouve bien ce principe symbolique qui est le soleil, la lune, le vent, la terre, dont on est tous faits. Hein, aussi bien dans la perception de la matière que dans la perception émotionnelle ou que dans la perception spirituelle. Le feu, l'eau a ses principes, l'air, donc le vent aussi, la terre aussi. D'accord ? Donc c'est multidimensionnel. C'est ça qui est très intéressant dans cette compréhension, c'est qu'on voyage vraiment à de multiples niveaux. Donc on va avancer encore. On va encore avancer un peu. Avec un adage supplémentaire. Voilà, pour vraiment en avoir une perception plus large. Donc, le père de tout le télesme, donc télème, c'est talisman. Hein, ça veut dire talisman. Donc, de tout le monde est ici. Mais ça veut dire qu'en réalité, la compréhension de la table d'émeraude, elle se fait par le symbole. Le talisman, à la base, est un symbole. Ça contient une connaissance invisible dans un objet visible. Et je te rejoins à ce dont tu parlais tout à l'heure, la matière et le subtil. D'accord ?
un talisman, tu as une partie qui est matière, que tu perçois, que tu touches, mais en même temps, elle comporte une connaissance invisible. Et donc, on revient à cette perception-là. Donc le but de l'ésotérisme, de l'occultisme, des initiations, de la tradition ésotérique, c'est juste comprendre, de percevoir. Je pense que le mot percevoir va permettre de rebondir sur quelque chose, de percevoir à travers le visible, peut-être la partie la plus essentielle, à nos yeux, à nos cinq sens, en tous les cas, l'invisible. Tu fais bien, on se connaît un petit peu, donc tu sais que la langue des oiseaux, j'aime bien, et percevoir, c'est justement voir au-delà de ce que tu vois. Hein, tu vois la matière, et percevoir, ça veut dire tu perces, comme une perceuse, et tu vas voir ce qu'il y a derrière. Voilà la notion de percevoir. Donc on est dans ce rapport du visible et de l'invisible. Hein, on peut acquérir, et je parle bien de maîtrise, c'est-à-dire un état naturel, et non pas un effort comme est le contrôle, mais on peut acquérir cette perception de la découverte du monde de l'invisible par le rapport au visible. Et c'est pour ça que ce texte de la table d'émeraude est totalement symbolique, parce que le symbole va t'éveiller à ce qui est invisible et va t'amener au sens. Hein? D'accord ? Ce qui est important, c'est d'acquérir le sens de ces connaissances qui sont invisibles, et justement, la partie matière va t'y amener. Le soleil, la lune, dont on a déjà parlé, eh bien, ce sont vraiment des symboles que tu retrouves partout et qui sont porteurs d'une connaissance invisible, qui vont permettre de t'amener du sens, et bien entendu, d'être, grâce à ces connaissances, de vivre par rapport à ces connaissances invisibles que transmet le symbolisme. Voilà. Ça va être difficile dans notre vision de tout aborder dans la table d'émeraude. Oui. Est-ce qu'il y a encore un ou deux adages qui viennent comme ça, qui c'est la suite de ce que tu viens de dire? Ils sont tous très intéressants. Alors, je vais essayer de vous le faire comprendre de cette manière-là. En réalité, le reste de la table d'émeraude est un petit peu plus alchimique. D'accord ? Alchimique dans le sens où il est toujours utile alors je vais employer des mots modernes et anciens, de se déformater, ça c'est plus moderne, c'est-à-dire de se débarrasser de ce qui n'est pas lumineux en nous, et d'une manière plus ancienne, on peut parler de transmutation alchimique. Hein, c'est-à-dire le premier œuvre, l'œuvre noire, et de séparer le bon grain de l'ivraie. Et comme ça, plusieurs fois, à plusieurs cycles. D'ailleurs, il y a un terme dans la table d'émeraude qui dit de rechef. De rechef, ça veut dire encore une fois. Hein? Donc, à chaque fois, on va employer la même méthodologie, on va épurer au fur et à mesure, et à chaque fois, on va renaître de manière un petit peu plus pure. Et plus on va vers la pureté, et plus on va vers le monde du sens. Et d'ailleurs, une autre partie de la table d'émeraude qui dit c'est la force forte de toute force. Donc c'est à chaque fois où on se retransmute, elle vaincra toute chose subtile, c'est-à-dire on va évoluer au fur et à mesure subtilement, et pénétrera toute chose solide. Donc cette pureté va réintégrer la matière, et on va employer encore une fois de rechef le même principe. Et au fur et à mesure, on va arriver de plus en plus vers la pureté, et ça finit par ainsi le monde a été créé. Le monde a été créé pour aller de plus en plus vers le subtil et vers le pur en réalité. C'est ce que nous indique la table d'émeraude. C'est un vaste programme. Déjà individuellement, ça rejoint un petit peu tout ce que les principes des ordres initiatiques, notamment la franc-maçonnerie, on dit on rentre en maçonnerie pour un des grands principes, tailler sa pierre brute. C'est un des premiers messages qu'on délivre en tous les cas à l'apprenti, c'est on est là pour tailler sa pierre brute. Donc on sait très bien que c'est pas sur une vie qu'on va peut-être arriver à cette œuvre alchimique subtile, c'est autre chose. Là c'est un autre monde, un autre univers, et c'est pas le but encore de développer ça ici. Mais, par exemple, en alchimie, on dit aussi transformer le plan en or. D'accord ? Bon, transformer le plan en or, c'est plutôt transformer la matière dense en quelque chose de plus subtil. C'est aussi trouver la lumière que l'on a en soi. Et ça, c'est une très bonne chose que tu parles de ça, parce qu'en astrologie, il y a aussi Pluton.
Pluton, en astrologie, on oublie le côté dieu de la richesse. D'accord ? Mais c'est justement percevoir la lumière dans son ombre. Alors, tu vois, tous ces principes-là, quelque part, ils se rejoignent. Ça forme une globalité de compréhension. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de toujours percevoir le spécifique dans le global. Et je vais te donner une petite image mentale, comme ça, qui est très parlante. C'est un orchestre philharmonique. Un orchestre philharmonique est fait de divers musiciens qui intègrent leur instrument de manière personnelle. Hein. Tu sais qu'un musicien, il œuvre beaucoup sur son instrument à titre personnel. Mais ce n'est pas pour lui à part entière. C'est pour que le jour de la représentation, l'ensemble soit harmonique. Eh bien, tous ces textes-là, toutes ces démarches-là sont faites pour ça. C'est évoluer soi, mais pas pour soi, pour l'ensemble. Et c'est pour ça qu'on parle de règne. Hein, le règne humain, ce n'est pas un individu, c'est l'ensemble des individus qui, par l'évolution individuelle, va faire évoluer l'ensemble. Donc, toujours pareil, travailler sur soi, s'améliorer en permanence, et le travail de chacun. Est-ce qu'il y a un autre adage intéressant à développer, ou est-ce qu'on en reste là ? Je pense que là, vous avez un petit peu la perception totale, mais je vais quand même vous parler de deux choses. La première chose, et je sais que tu me connais bien et que c'est ma manière de percevoir les choses, mais je ne suis pas très en adéquation avec le mot travail. Je préfère le mot œuvre. Pourquoi œuvre ? Parce qu'en réalité, une œuvre, c'est ce qu'on construit. D'accord ? Symboliquement, c'est puissant. C'est l'œuvre intérieure, c'est je me construis intérieurement. Œuvrer sur son temple intérieur, c'est pareil, on a cette notion de je pose pierre par pierre. Tu vois ? Alors que travail, ça vient de tripalium, je suis un peu très sensible à la torture, moi, donc voilà. Mais c'est aussi pour vous faire part que l'énergie des mots est importante. C'est pour ça que je pratique la langue des oiseaux. Mais c'est parce que l'intention qu'il y a dans le mot doit être en adéquation avec l'énergie que l'on veut développer. Voilà. Et je vous invite, bien entendu, à faire un petit peu attention aux mots que vous employez, parce que quand vous employez des mots inadaptés, vous voulez dire quelque chose avec une intention, et vous allez mettre une énergie qui n'est pas en adéquation, et donc vous allez être dans l'incohérence. Voilà. Et non, c'est explicite en tous les cas. Et par rapport à la table d'émeraude, il y a un adage qui définit ça, ou c'est une extension de... On peut percevoir cet adage-là qui est le suivant. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Ça veut dire quoi ? Là, on reparle du soleil. Donc le soleil, on reparle de la lumière. Et la lumière égale connaissance. Hein. Si tu vas dans la perception symbolique, soleil, lumière, connaissance. Et ça veut dire que c'est par la connaissance que tu vas pouvoir évoluer et achever ton évolution. Alors, en ce qui me concerne, et je ne parle que pour moi, je suis loin de la lumière solaire. Mais je m'y emploie et j'œuvre dans ce sens-là. Et je pense que la quintessence, c'est pas en réalité le but, c'est le petit pas qu'on va faire tous les jours qui va nous faire évoluer, et toujours en pensant que si on évolue, si on devient un petit peu plus lumineux, ben c'est tout le règne humain qui devient un petit peu plus lumineux. Voilà. Et je pense que la table d'émeraude, elle nous indique comment y aller. Hein. Elle nous donne les symboles suffisants pour pouvoir aller dans ce sens-là. Voilà. Ben, je crois que ça peut, en tous les cas, j'espère, donner envie à chacun de nos internautes d'aller creuser un peu plus cette table d'émeraude. Alain Régui, merci. Amis de la Place de Vérité, j'espère que cette vidéo sur ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Le petit pouce en l'air, j'aime. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervention, une nouvelle vidéo sur la Place de Vérité. Bonsoir.